et à tous. Et puis en vidéo aussi, bonsoir à tout le monde. Alors, on vous remercie énormément d'être venus parce que c'est en décembre, un soir, c'est pas toujours évident. Voilà, en pleine semaine. Et c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, hein, les liens entre l'orthophonie, les médecins, le rôle de l'orthophoniste, le champ de compétences. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on vous présentera ce soir. Et puis, le travail de ce soir est issu d'une collaboration de 2 ans environ pour arriver à traiter un peu de tous les sujets importants. Donc, on va se présenter et puis après, on parlera ce soir. Je commence. Donc, moi, c'est Marine Justin. Je suis orthophoniste. J'ai un exercice mixte, donc je suis 3 jours par semaine en libéral et 2 jours par semaine au Carré des Barbies. Et j'ai une patientèle qui est exclusivement pédiatrique. Donc, j'ai quelques adultes parfois, des petits, ça arrive de plus en plus. Voilà. On laisse le reste à mes collègues de plus compétents. Et donc, c'est Marc Marcouli, donc je suis orthophoniste à la maison de santé de Milan-Rigaud, et puis également à l'hôpital de Barbézy, principalement dans le service de MPR, de l'éducation fonctionnelle, mais également dans tous les autres services où il y a des besoins. Et on a aussi en premier rôle sur l'hôpital de Barbézy la filière AVC, donc soins intensifs neurovasculaires et les unités neurovasculaires. Donc voilà, donc pour ce soir, on voulait à la fois éclaircir nos champs de compétences en orthophonie, un petit peu reparler de tous nos champs de compétences, parce que c'est vrai que c'est un métier qui fonctionne, c'est un petit déjà de façon, et enrichi au fur et à mesure des décennies, et on en vient finalement à toucher beaucoup de domaines. Donc, on voulait un petit peu reparler de ça plutôt rapidement, parce qu'ensuite, notre cœur de discussion, ce sera de parler des enfants. De parler des enfants, de parler de l'importance du repérage précoce, des diagnostics précoces, des adressages précoces et des en soins précoces quand c'est possible, hein, évidemment. Et le mot de la soirée. Voilà, on va essayer. Donc, voilà. Le cœur du sujet de ce soir, pour vous planter nos connaissances à tous et à toutes, et puis favoriser un travail en collaboration qui soit le plus riche possible. Et avant tout, on voulait énormément remercier la CPTS et en l'occurrence Sandy qui a repris le relais de Marion. Merci pour toute l'organisation, la logistique, l'acceptation aussi de notre investissement pour cette soirée qui commence bien. Merci à vous. Merci. Donc, pour commencer, alors, vite, Attends, c'est de ma faute. C'est vers toi. Non, c'est de ma faute. C'est parti. Ok, donc pour commencer, on vous parlera un petit peu des prescriptions médicales. Ensuite, donc des âges et des champs d'action en orthophonie, de l'offre de soins en orthophonie, on en parlait, des prérequis aux adressages en orthophonie, quels sont les prérequis. Et puis ensuite, on vous donnera des informations, des repères pour savoir à quel âge c'est compliqué, à quel âge il faut effectivement parler d'orthophonie ou y penser. On va essayer de vous aider aussi là-dessus en tant que médecin ou en tant que paramédicaux ou métiers qui touchent de près ou de loin à l'orthophonie ou aux enfants en particulier. Alors, par rapport à l'âge de l'orthophonie, donc notre métier ayant tellement évolué, on peut se retrouver à prendre en soin des bébés qui viennent de naître, jusqu'aux personnes qui sont dans leurs derniers jours de vie. Voilà. Donc, si vous vous demandez s'il y a une limite d'âge en orthophonie, non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune limite d'âge. Tout dépend de la demande, de la pathologie, du besoin.
Si je cite un petit exemple en tout début de vie, ça peut être un trouble de la succion chez un tout petit qui a eu les articulations temporomandibulaires luxées par exemple, des forceps. Enfin, en fait, et je vous en parlerai de nos champs de compétences, ils sont tellement larges que les troubles de la succion, déglutition font déjà partie de nos compétences et dès les premiers jours de vie. Et même en néonat. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est installation du bébé prématuré, Ouais. est-ce qu'on peut faire pour stimuler l'oralité, il y a des orthophonistes en néonat aussi. Voilà. Pas petit, mais Voilà. Alors, c'est ça. Ensuite, il s'agira de trouver l'orthophoniste formé qui pourra répondre à ses besoins. Et puis, en fin de vie, donc là, mettre en place jusqu'au bout de la vie des moyens de communication alternatifs ou augmentatifs, ou résoudre un trouble de déglutition, une personne qui fait des fausses routes, mais qu'il faut alimenter jusqu'à la fin. Ça fait partie de nos champs de compétences. Donc, si on se pose la question de l'orthophonie à quel âge? À tout âge. Voilà. C'est simple, tout dépend des critères ensuite. Voilà. Donc voilà, alors cette petite diapo, vous la retrouverez dans un livret qu'on vous proposera ensuite, pas encore ce soir, mais il est en finalisation. On vous le proposera en version informatisée et papier. On a plusieurs supports qui seront intéressants à garder pour nous, pour avoir en tête ce dont on parlera ce soir. Et là, donc, ça retrace bien tous les champs d'intervention d'orthophonie. Donc, il faut le lire par colonne, en fait. Donc, alors, après, un champ peut être pris à d'autres moments de la vie, hein, c'est pas exhaustif, mais on peut lire par colonne. Donc, dès tout petit, tout ce qui va toucher sur l'alimentation, la nutrition. Les enfants qui naissent avec des fentes labio-palatines, qu'il faut pouvoir alimenter, pour lesquelles il faut trouver des solutions alternatives. Alors, je ne sais pas si je cite tous les champs, vous arrivez à lire. Vous les aurez de toute façon, mais en gros, voilà, si jamais vous devez savoir ce qu'un orthophoniste pratique, à tous les âges de la vie, on a beaucoup de domaines. C'est ce qui fait aussi que l'offre de soins est compliquée, parce qu'entre les années 60, où on ne s'occupait que des enfants naissants avec des fentes palatines ou des enfants sourds, pour les aider à oraliser. Et maintenant, on a tout ça. Il faut beaucoup plus d'orthophonistes. Voilà. On fait ce qu'on peut pour Voilà. recruter. Oui, On a actuellement des stagiaires qui se sont fait kidnapper. on prend beaucoup de stagiaires Et on essaie de leur donner l'envie de venir dans notre secteur. Voilà. Alors, moi, je voulais juste clarifier parce que certains d'entre vous ont certainement déjà eu un compte rendu orthophonie en PME. Ce qui ressort généralement, c'est qu'on n'y comprend rien. Voilà. Donc, le but était de faire un petit lexique commun pour que tout le monde puisse lire, même si on essaye d'écrire en français le plus français possible. Donc, nous, on sépare bien tout ce qui est articulation et langage. Donc, la partie articulation, c'est bêtement, est-ce que cet enfant sait faire un son? Oui, non. Est-ce qu'il le remplace par quelque chose? Oui, non. Et c'est des erreurs qui sont systématiques. Exemple, attention, le socola et le sebal, par exemple, ça, c'est typiquement un truc d'articulation. Ensuite, on passe dans le langage, et c'est là qu'on s'accroche. La phonologie diffère de la phonétique parce qu'en fait, c'est la capacité à mettre tous les sons dans le bon ordre et est-ce que tout le monde soit là. Il y a des enfants qui omettent les fins de mots, par exemple. Ils ne vont pas dire balle, ça va être bar. C'est pas une robe, c'est une robe. Et ce qu'il faut retenir dans les erreurs phonologiques, c'est que c'est pas systématique. La différence que vous allez avoir entre un enfant qui a des troubles phonétiques et un enfant qui a des troubles phonologiques, c'est celui qui a des troubles phonétiques, comme les erreurs elles sont constantes, on finit par avoir un décodeur. Un enfant qui a des troubles phonologiques, bonne chance pour le décodeur. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas systématique, on en fait comme ça. Et puis parfois même les parents aussi. Donc voilà, pour le lexique,
ça c'est la partie la plus cool. Est-ce que l'enfant a du vocabulaire? Est-ce qu'il a suffisamment de mots qu'il peut utiliser? Est-ce qu'il a suffisamment de mots qu'il comprend? Alors évidemment, on n'est pas exhaustif dans nos bilans, mais on essaye de l'être au maximum. La partie morphosyntaxe, c'est tout ce qui est construction de la phrase. Est-ce que les phrases sont là? Est-ce qu'il a mis au stade où il devrait en être à son âge ou pas? Et est-ce qu'il comprend les phrases qu'il devrait comprendre à son âge aussi? Et la partie morphosyntaxe, c'est aussi est-ce que cet enfant il peut raconter? Est-ce que quand il raconte, on peut suivre? C'est le cas. Et le versant le plus méconnu, mais qui est tout aussi important, c'est la pragmatique. Qu'on évalue régulièrement pour les troubles du spectre autistique, par exemple. Donc, est-ce que cet enfant, il a la capacité à comprendre l'humour, à comprendre tout ce qui est implicite, à se dire, attends, si je vois quelqu'un en blouse blanche, c'est que ça doit être un latin, donc il n'est pas là pour rien. Et tout ça, normalement, on l'évalue dans nos bilans. Alors, la partie pragmatique, c'est un petit bonus. Mais quand on fait des bilans complets, on a tout ça. Maintenant, vous avez le dictionnaire qui va avec. Le but, c'était ça. Sachant que on n'a pas forcément des bilans normés étalonnés dès tout petit. On a des questionnaires qui peuvent nous aider en dessous de 3 ans. À partir de 3 ans, on commence à avoir des tests un peu étalonnés, à condition que l'enfant soit de bonne composition, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on est quand même suffisamment outillé maintenant pour arriver quand même à dire, là, bof, et là, non, ça va, finalement, on ne s'inquiète pas trop. Et puis, on aura des repères, justement. Et si je peux rajouter quelque chose à propos de ce que disait Clémence, c'est moi, mon cœur de métier un peu, c'est est-ce que les parents sont inquiets? Voilà. Pour moi, ça suffit à motiver la demande de bilan, particulièrement quand les enfants sont petits, parce que le stress parental, surtout au niveau du langage, ça peut créer des mauvais réflexes. Donc, pour moi, ça suffit. Et puis, si on fait un bilan courrier, tant mieux, en fait. Et puis, nous, ça nous permet de voir des enfants qui vont bien de temps en temps. Donc, c'est aussi ça l'idée. Et en premier, oui, des fois, les parents s'inquiètent pour rien, mais quand même, la plupart du temps, ils ne s'inquiètent pas pour rien. Ils ont repéré quoi. Mais ils ne savent pas dire quoi, mais ils voient bien qu'il y a un souci quelque part. Ouais, pour les enfants, l'inquiétude parentale, c'est un caractère quand même de bilan qui est quand même assez prédictible de quelque chose. Donc, alors, par rapport aux prescriptions. Pour tous les médecins, soyez attentifs. Alors, les prescriptions de bilan orthophonique sont toujours en cours et le seront toujours. Il n'y aura jamais d'interdiction ou de disparition totale, même si on est en train d'évoluer vers un accès direct à l'orthophonie pour les orthophonistes qui sont actuellement en maison de santé. Les orthophonistes qui exercent dans une maison de santé peuvent bénéficier d'un accès direct. Et les orthophonistes faisant partie d'une CPTS, au sein de laquelle, dans les statuts, je crois de la CPTS, on en parle d'ailleurs, dans ces statuts sont inscrits le fait que l'accès direct en orthophonie soit reconnu. Alors, cet accès direct, il avait été pensé pour les patients qui n'avaient pas de médecin traitant, pour les patients qui étaient adressés, des fois, chez qui les instituteurs, institutrices pouvaient un petit peu pousser. Il n'empêche que ça ne retire en rien l'obligation de compte rendu au médecin traitant. Dans tous les cas, on a un compte rendu à faire au médecin traitant. Donc, quand il y en a un, mais bon, globalement, on est là. Et puis, de mise sur le DMP du patient, le compte rendu doit être mis sur le DMP du patient. Donc là, ce sont quand même les deux obligations qui resteront, même si on est en accès direct. Je rajoute juste qu'il existe encore des médecins qui refusent de prescrire de l'orthophonie pour les enfants de moins de 3 ans, par exemple, alors qu'il y en aurait besoin.
Donc, ça pourrait régler le problème dans ces parties-là, parce que ça existe encore. Et c'est un peu dommage, quoi, parce qu'à 3 ans, Il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de temps de passé. donc, c'est aussi pour ça, mais le but étant de garder le lien quand même avec le médecin traitant, parce que c'est nécessaire. Pardon, faudrait-il encore que les patients, les jeunes parents sachent qu'ils peuvent venir en accès direct? Ouais, donc là, ça, il y a une question, parce que le son n'est pas retransmis de la salle à la vidéo. Donc, votre question, c'est, enfin, oui, remarque, c'est autant, enfin, il faut que les parents soient au courant de cet accès direct, effectivement. Les parents, Il y en a encore qui viennent sans ordonnance. commencent à être un peu au courant du fait que les orthophonistes dans les CPTS concernés ou les MSP commencent un petit peu à en parler. Et c'est vrai que non, ils ne sont pas toujours au courant. Après, quand on les a au téléphone pour prendre rendez-vous, très souvent, c'est à ce moment-là qu'on en parle. Ils nous disent, bah, est-ce qu'il faut une ordonnance Et donc là, on leur explique. Effectivement. Tous les parents ne sont pas au courant, mais si vous voulez, il y en a une bonne partie qui n'attendent pas la prescription pour demander un bilan. Soit c'est venu de l'école, soit c'est venu des fois d'eux-mêmes. Il y en a quand même. La grande majorité nous appelle et c'est nous qui disons qu'il faudra une ordonnance du médecin. C'est ça. Oui, c'est plutôt dans ce sens. C'est toujours le médecin qui a demandé. Voyez. Alors, ça dépend évidemment des pathologies, ça dépend des médecins, ça dépend de plein de choses. Et donc, la prescription d'orthophonie, en fait, elle est assez simple. Il y a seulement à inscrire dessus bilan orthophonique et rééducation si nécessaire. Ça suffit. Le nombre de séances n'est pas nécessaire dessus. De toute façon, ce sera décidé au moment du bilan et puis au fur et à mesure de la prise en soin. En fait, une prise en soin en orthophonie, on est censé demander 30 séances à la sécurité sociale, puis une prolongation de 20 séances, ce qui fait 50 séances, à peu près 1 an de prise en soin. Sauf pathologie génétique et toute autre chose. Donc là, on est sur du 50 séances plus 50 séances. Voilà. Soit donc 50 ou 100 séances avec une seule ordonnance, si vous voulez. Mais ça, tout dépend du public, du patient, de plein de choses. Donc voilà, le nombre de séances n'est pas nécessaire. Pour donner un ordre d'idée, moi, le minimum que j'ai fait, c'est 8. J'ai pas de maximum en tête, là, maintenant, mais en articulation, 8 séances, ça peut suffire. Mais jamais ça en c'est difficile de prédire. D'ailleurs, les parents, c'est la première question qu'ils nous posent. Pour combien de temps on en a? Et nous, on a dit, on a pas de poulet. Donc la mention à domicile peut être très utile. Là, alors, pour des enfants, c'est rare. Ça, là, on va plutôt parler dans le cadre des patients neuro âgés ou avec des problèmes de déplacement, ou des patients qui sont en EHPAD ou en institution. Et puis, donc, ce qui est toujours intéressant, toujours bon à prendre, c'est que quand dans la prescription, le médecin précise la pathologie, donc dans le cadre de telle pathologie, ou dans le cadre de telle difficulté, nous, ça nous éclaire déjà un petit peu sur ce que le médecin a déjà repéré. Et puis, quand il y a plusieurs domaines qui doivent être évalués, plusieurs ordonnances sont nécessaires. C'est-à-dire que si on a besoin d'évaluer le langage oral et le langage écrit et le raisonnement logique, par exemple, qui sont 3 domaines distincts, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir 3 ordonnances. C'est pas l'idéal, c'est obligé. Après, je ne le faisais pas, donc c'est pas trop connu. Nous, tant pis, on faisait tout avec la même ordonnance. On va en reparler. Des bilans différents. Oui, j'en reparlerai pour les ados. Simplement, c'est pas qu'on adore avoir les ordonnances, bien au contraire, on s'en passe très bien. C'est simplement que à chaque fois, chaque évaluation, moi je fais beaucoup de collégiens quand même, je passe 2 heures à chaque fois dessus. C'est pas en 2 heures on a tout évalué et c'est fini. Et puis si l'ordonnance est mal rédigée, ben, j'ai de dire au patient de retourner chez le médecin, vous faites faire l'ordonnance. Voilà, on perd un petit peu, c'est vrai. Donc on en vient à l'offre de soins.
Évidemment, on est tous au courant qu'on a une pénurie d'orthophonistes, donc ça ne vaut pas que pour la Meuse, hein, ça vaut pour toute la France. À part quelques petites zones très Le centre de Paris, le centre de Lyon, le centre de Montpellier. voilà. Et encore, c'est pas non plus les mêmes. Donc, notre fédération nationale, parce que nous n'avons pas d'ordre des orthophonistes, mais une fédération nationale, la FNO, qui est un syndicat représentatif de notre profession, est en permanente discussion avec les instances et ils ont créé il y a quelques années un site internet qui s'appelle allo-ortho.com. Ce site internet, créé par des orthophonistes, peut permettre de répondre aux interrogations des parents qui se demandent s'il y a un besoin d'orthophonie, ou aux adultes, hein, c'est vraiment tous les âges, aux adultes qui se posent des questions sur ce qui leur arrive, sur une pathologie en lien avec l'orthophonie. Donc, ce site est tout d'abord fait pour donner une source d'information fiable, utile et des premiers conseils. Voilà, et des premiers conseils. Exactement. Donc, ça, c'est le premier, on va dire, le premier axe qui a été pensé. Donc, ce site-là, voilà, on peut répertorier les articles par âge, par domaine, ou de dictionnaire, si on cherche un mot en particulier. Et puis, si malgré ces articles-là, le parent a encore des doutes, se pose des questions, ou qu'il a vu son médecin et que le médecin lui a dit oui, il y a quand même besoin, eh bien, il peut aller remplir un formulaire de contact. Et dans ce formulaire, il va donner ses informations. Et le formulaire va être envoyé à des orthophonistes rémunérés pour cela, qui vont rappeler les gens en essayant au téléphone déjà de débroussailler, de faire un si vous voulez, un pré-dépistage pour savoir si vraiment il y aurait besoin d'orthophonistes ou pas. Donc ce site-là, il est vraiment conseillé largement aux enfants, aux adultes, enfin aux parents ou aux adultes, parce que suite aux articles, on peut aller sur ce formulaire pour ensuite être contacté par un orthophoniste. Une fois que l'orthophoniste recontacte, elle est évaluée avec des critères précis qui ont été déterminés, si effectivement il y a besoin d'aller plus loin, d'aller faire un bilan orthophonique. Et là, elle peut proposer d'inscrire le patient sur une liste d'attente commune à tous les orthophonistes d'un même secteur. Où les patients peuvent d'eux-mêmes aller s'y inscrire, sans passer par le site allo-ortho, ils peuvent aller s'y inscrire. Et là, c'est le site inidi.ket. Et ils ont besoin d'une ordonnance pour s'inscrire. Ah, d'accord, ça je ne savais pas. Oui, l'ordonnance est obligatoire pour pouvoir valider l'inscription. Voilà, donc ça, je l'apprends. Voilà. Donc c'est tout nouveau, hein. Ces systèmes-là ont moins de 5 ans, hein. C'est vraiment tout nouveau. Donc, on peut aussi, nous, en tant qu'orthophonistes, inscrire les patients âgés, sans accès à Internet, sans accès à la lecture. Évidemment, on peut nous-mêmes les inscrire sur cette liste d'attente commune. Le but n'est pas de freiner l'accès aux soins. Et évidemment, c'est gratuit. Et donc là, ça va mettre une annonce sur toutes les orthophonistes du secteur dans les 50 km autour chez le patient, qui vont être avertis de la demande et du motif. Et donc, ça peut des fois permettre d'augmenter un peu la prise en soin, d'augmenter la vitesse de prise en soin. En fait, ce qui se passe, je ne sais pas si tu voulais en parler. Quand les gens s'inscrivent eux-mêmes, ils font une inscription classique, ils vont déjà l'ordonnance, ils vont jusqu'au bout. Quand ils ont une orthophoniste régulatrice au téléphone, c'est précisé dans la liste d'attente commune qu'ils ont eu une orthophoniste régulatrice et parfois il y a la mention urgent qui est signalée dessus. Donc ça permet aussi à nous de pouvoir avoir plus d'informations parce que parfois on a des inscriptions, il y a juste écrit difficulté d'articulation. En fait, ça m'est déjà arrivé, le patient est autiste. Donc, ça n'a pas le même critère d'urgence que on va dire, juste il dit ce balle, quoi. Donc, ça donne quelques informations en plus quand même. Et on a, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, en ce moment, j'ai un mail par jour. Oui, c'est ça. Alors, voilà, ça
Ça n'est pas miraculeux, mais ça permet quand même en tout cas pour les patients qui sont passés par allo-ortho.com, d'avoir eu une orthophoniste au téléphone, d'avoir peut-être même été conseillé pour aller déjà faire un bilan ailleurs, un IRL, un métamo. Donc voilà. Donc c'était une solution qui a été pensée, qui n'enlève pas la demande énorme, mais qui en tout cas peut m'aider pour ça. Puis ça leur évite aussi d'appeler 30 orthophonistes différentes Voilà. qui ne répondent pas au téléphone parce qu'aucune d'entre nous n'a de secrétaire. C'est ça. Ou alors on répond et puis on leur dit qu'on n'a pas de place. Donc ça leur fait gagner du temps et de l'énergie parce que quand on est la 30e orthophoniste et qu'on décroche, c'est compliqué. Mais je pense à notre cas, on a une chargée d'accueil. Mais je veux dire, plutôt que de donner le numéro de téléphone de l'orthophoniste et puis s'entendre dire, vous savez, elle va prendre votre numéro, mais elle est très chargée. Si déjà elle pouvait, si n'importe qui peut transmettre déjà ces informations-là, Le ça, site, c'est il a bien. lancé là tout le monde. Il suffit de taper site.fr et de tomber directement dessus. La seule difficulté, c'est qu'il faut déjà avoir une ordonnance. Mais en soi, on peut s'y inscrire de chez soi sans problème. après c'est un garde-fou quand même, l'ordonnance, d'un autre côté. C'est ça, Ça tout à permet fait. quand même de l'avoir quand même. Exactement. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un avis, un regard médical aussi sur la demande. Et là, c'est. Puis quand on a des demandes farfelues, on les redirige. Moi, j'ai déjà eu des demandes sur il met pas ses chaussures à l'endroit. Donc, je redirige. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours ces infos-là. Donc, pour les personnes en visio, il y a eu voilà, vous disiez qu'il y avait que c'était important, nécessaire de transmettre cette information-là au public, à la population. Donc, c'est vrai que dans les cabinets d'orthophonistes, on essaie de l'afficher sur nos répondeurs. On essaie de le mettre aussi. Quand les gens ne peuvent pas nous avoir, on a encouragé les orthophonistes à le mettre sur leur répondeur. Et puis, c'est l'occasion de ce soir aussi pour en parler. Puis, on vous donnera je crois qu'on a mis le support dans le livret, il sera aussi donné Un très beau QR code. oui, alors on revient. Les nouvelles technologies, voilà. Mais c'est pas mal pour ceux qui. Donc, pour ce soir, en fait, au niveau des repères qu'on voulait vous donner, on s'est basé sur une nouvelle page du carnet de santé qui est sorti en 2025. Un nouveau carnet de santé. On l'a vraiment trouvé très pertinent. Vraiment, les personnes qui l'ont créé ont bien avancé par rapport aux éditions précédentes. Et donc, moi, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'était cette histoire de l'orthophonie dès les premiers jours de vie. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, dès la naissance, des petits peuvent, donc ce que je vous disais, présenter des troubles de la succion de déglutition. Une phrase que vont souvent entendre les parents, c'est de toute façon, il ne se laissera pas mourir de faim. Alors, cette phrase-là, chez les orthos, on ne l'aime pas trop. Parce que c'est sûr qu'un enfant ne se laissera. Un enfant il va se laisser mourir de faim. Pour certains. Il peut y avoir des gros troubles qui vont être un petit peu masqués si finalement, on donne un biberon et puis on résout le problème et donc l'allaitement est arrêté. Alors que peut-être que l'allaitement voulait vraiment être réussi. Mais si l'enfant n'est pas capable de t'aider, eh bien, ça tombera à l'eau parce que là, on va très mal. L'enfant va pleurer beaucoup, ne pas réussir à s'alimenter, alors qu'il y aura déjà des choses à faire. Les orthophonistes peuvent déjà voir si un frein de langue restreint la langue. Si est-ce qu'il n'y a pas eu un problème au niveau des cervicales qui ont été chahutées au moment de l'accouchement, qui l'empêchent de téter, de se mettre en position. Il y a des tas de choses à voir. Et donc, dès la naissance, on peut avoir ce rôle d'aider un enfant pour ne pas développer plus tard de troubles de l'oralité, chose qui peut déjà être présent aussi pour des enfants prématurés qui ont été intubés avec des sondes en plastique. Leur première alimentation, leur premier contact avec l'alimentation, c'est du plastique. Donc ça crée un ancrage en fait dans les premiers jours de vie qui peuvent retentir très longtemps, très très longtemps ensuite dans leur développement. Donc le rôle de l'orthophoniste commence là. Et on peut déjà demander des avis quand on n'a pas la. Alors voilà, c'est sûr, un enfant qui est né avec
je sais pas moi, une fente labiopalatine, on s'en doute qu'il va y avoir des difficultés, mais il y a des solutions. Il peut être aussi allaité. On peut trouver des choses à faire. Et puis parfois, c'est une question de position, tout Une simplement. question de position. C'est quoi les questions? C'est ça. Donc, Donc, il y a des choses à faire, il faut le savoir. Donc, bon, sur la Meuse, là, par le qu'on n'a plus de maternité. Sur Verdun, il y en a toujours une. Mais je ne sais pas si la Prenay tout passe. Bon, c'est peut-être non. Mais en tout cas, on peut avoir des solutions qui peuvent être déjà trouvées dès tout petit. Donc, on peut faire partie de l'équipe de l'équipe soignante des tout petits. et aussi, il faut garder en tête que moi, j'ai tendance à orienter vers la PMI, parce que c'est leur travail. Sauf que il y a beaucoup de parents qui considèrent que la PMI, on va placer par enfant, qu'il n'y a que les nourris parents qui y vont. Elle n'a pas forcément une très bonne image, alors que c'est super comme dispositif, hein, moi je suis un peu derrière. Sauf que, bah, oui, ils y vont pas franchement de gaieté de cœur. Donc, il y a quand même des solutions qui existent. Et je vous encourage aussi à orienter en PMI parce que c'est super pro. Mais gardez en tête que l'image de la PMI va terrible. Donc, ça fait peur, c'est aux parents. Donc, pour les enfants qui sont allaités, bon, ça, c'est si jamais, en tant que médecin, il y a des groupes de poids qui sont créés dans les carnets de santé, mais qui sont créés sur la base des biberons, en fait. Donc, si jamais des jeunes mamans allaitent et ils veulent un petit peu être encore plus précis dans la prise de poids, vous pouvez proposer des groupes de poids pour... Merci pour le zoom. Des groupes de poids qui ont été créés exprès pour les enfants allaités. Alors, pourquoi on vous parle de l'allaitement? Je me rends compte qu'on n'a pas expliqué tellement pourquoi. Nous, en orthophonie, on voit les retentissements chez un enfant qui a été allaité longtemps, ou très peu, ou pas du tout allaité. On peut voir les retentissements à long terme dans le développement de la face, dans le développement crânio-facial, maxillo-facial exactement. Plus un enfant a été allaité longtemps, plus son palais va pouvoir se développer, s'élargir, et va laisser de la place pour que les sinus puissent se développer aussi. Plus un enfant a été alimenté avec quelque chose de très simple à téter, comme le biberon, qui est fait pour, hein, et bien moins il va mettre de force pour s'alimenter, et moins il va développer ce palais. Et derrière, ses sinus. Et derrière, de la place pour les futurs dents d'adultes, parce que plus on a un palais large, plus on a de place pour des dents, mieux on peut articuler, mieux on peut respirer par le nez, parce que nos sinus vont s'être bien développés, plus la langue va être puissante et musclée. Et voilà, donc l'allaitement, si les parents se posent la question de j'allaite ou pas, et que c'est possible, c'est l'idéal, et le plus longtemps c'est, le mieux c'est. Après, chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, évidemment, il n'y a pas. Mais on peut aussi, des fois, si des parents demandent un avis aux professionnels de santé, se posent la question, on peut les éclairer sur ce choix qui nous, en orthophonie, nous tirerait des patients pour plus tard. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours faisable. Donc voilà, on fait comme on peut ce qu'on peut. Donc voilà pourquoi je vous parlais d'allaitement et pourquoi je vous parlais du rôle de l'orthophonie dès tout petit. Il y a vraiment des enjeux derrière de croissance et de santé, au-delà du système immunitaire, etc. Vous êtes sollicité par le COPA de Bar-le-Duc? Non, pas encore, parce que je pense que c'est un dispositif. Alors, on me demande si les orthophonistes ont déjà été sollicités par le COPA. Non, alors après, moi-même n'étant pas formée spécifiquement pour les tout petits, mais je ne sais pas si des orthophonistes ont déjà été. Le coaching parental. Coaching parental pour les tout jeunes parents, hein, c'est ça, pour les enfants qui viennent de naître. On propose aux parents, c'est pas obligatoire. C'est à la fermeture de la maternité, voilà, une sage-femme maintenant, on propose coaching parental à domicile. Voilà. Un coaching à domicile.
sur les premiers temps de vie. Et effectivement, pour l'avoir expérimenté de l'intérieur, effectivement, c'est un coaching qui peut toucher tous les domaines de la vie, que ce soit le temps, l'alimentation, les liens. Et effectivement, l'allaitement pourrait être travailler dedans. Alors ça, bon, c'est souvent le rôle des sages-femmes, finalement. Enfin, c'est souvent elles ou des auxiliaires de puéricultrices et puéricultrices. Mais les orthophonistes pourraient effectivement faire partie de ces équipes. Ouais. Après, c'est pas très vieux le copain, non? Ah, Bon, ça fait moins de 10 ans. Ouais. À la page. Mais effectivement, ouais, on pourrait faire partie de ces équipes. 2021. 2021? Voilà. Oui, on s'est demandé s'il n'y avait pas un nouvel examen qui avait été mis dans les carnets de santé. Je ne sais pas, parce qu'à un mois, on n'avait pas l'ancien carnet. Bon, dans tous les cas, dans les nouveaux, un nouvel examen, je pense, à un mois. Alors, on n'a pas. S'il y a des compétences je saurais répondre. Il y a déjà des choses qui peuvent être en lien avec l'orthophonie, qui peuvent déjà. Ouais, ça doit être sur le blog. L'équipe préférée, je saurais répondre. L'autre côté, tout en bas. Voilà, Voilà, c'est ça. Est-ce que issu des yeux, est-ce qu'il y a une réponse vocale à une sollicitation? Voilà, donc là, on est déjà dans du lien qui peut être développé avec l'enfant et dans des choses qui pourront peut-être déjà donner des indices plus tard aux orthophonistes qui arrivent. Voilà. Alors, à 2 mois, je ne sais plus si on devait vous parler de. Oui, c'est ça. À 2 mois, dans l'examen médical qui est fait, évidemment, les bruits pour l'audition des enfants sont attestés hors de la vue de l'enfant, ça c'est évident. Mais on se demandait un petit peu le sourire-réponse, la réponse vocale à une sollicitation, est-ce que on se demandait un petit peu comment les collègues médecins le tester chez les enfants. Alors, si jamais quelqu'un voit des enfants à 2 mois, est-ce que vous avez une manière de faire se poser la question. Est-ce qu'on vous questionnez les parents? Et puis vous cochez plutôt sur le questionnaire. C'est sur les déclaratifs, je pense. Les déclaratifs, oui, pas tellement Des sur. parents, je suis passée en stage. Qui est plutôt sur du déclaratif par rapport aux propos des parents, c'est plutôt ça qui est fait. Peut-être qu'ils vont faire des experts Peut-être qui que vont c'est être qui vont être des Oui, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, parce que c'est déjà des compétences qui sont nécessaires dans les premiers mois qui peuvent nous donner des indices sur la suite. Et si des fois, bon après, si des fois c'est un petit peu balayé par les parents en disant oui, oui, c'est bon, sans chercher trop à creuser, ça pourrait être dommage. Donc après, dans les tout premiers mois, chaque mois, enfin quasiment, il y a encore des examens, donc ça peut se rattraper. Dans l'examen des 3 mois, alors moi je voulais juste reparler du fait que ce qu'on va pouvoir ne pas hésiter à conseiller aux parents de laisser des objets à portée du bébé. Bon, à 3 mois, il ne peut encore pas attraper, mettre dans sa bouche, mais vraiment à portée très proche pour qu'il soit déjà en exploration de son monde. Et puis qu'il soit d'éviter qu'il soit trop dans les transats attachés pour qu'il puisse aller vraiment commencer même à 3 mois, même si c'est allongé sur un tapis adapté, qu'il puisse commencer à être un petit peu acteur dans son développement et pas passif, attaché et juste à regarder ce qui est juste devant lui. Donc ça, ne pas hésiter à encourager les parents dans les premiers mois de vie des enfants à déjà les rendre acteurs pas trop passifs, parce que ça, on va y revenir, mais ça va jouer sur la suite. Voilà, ça c'est mon cheval de bataille. Les écrans et l'orthophonie, il y a un lien énorme entre un enfant qui a été surexposé aux écrans et le développement derrière de son langage, le développement de son attention soutenue.
plus un enfant a été exposé tôt et beaucoup aux écrans, moins il aura développé un langage, enfin, moins il aura appris à parler. En fait, c'est du temps de perdu sur son apprentissage du langage, parce que l'écran n'apprend pas. L'écran dit plein de choses. L'enfant va écouter plein de choses, mais il ne va pas forcément faire de lien avec son vécu. L'écran ne va pas s'arrêter pour lui répéter. Il ne va pas s'arrêter pour lui montrer ce que c'est. Voilà, pas d'interaction. Et le langage ne s'apprend que dans l'interaction. Donc, si des parents vous disent mais c'était un programme éducatif, alors d'accord, ce sera peut-être effectivement le contenu sera peut-être un peu moins pire qu'un programme violent ou adapté à des adultes, évidemment, mais ça n'est pas pour ça qu'il va apprendre des choses. Là, les experts parlaient avant de 0 écran avant 3 ans. Maintenant, on en est plutôt à 0 écran avant 6 ans. Alors, c'est énorme, je sais, c'est très long, c'est très dur. Mais en fait, le message à passer aux parents, c'est plutôt pas d'écran avant 6 ans. Alors évidemment, dans notre monde, c'est extrêmement rare de pouvoir parvenir à ça. Mais alors, si des écrans sont montrés à l'enfant, il faut que le contenu soit adapté. Il faut que le temps d'exposition soit de moins d'1 heure par jour. Et puis que le moment d'exposition à l'écran soit... donc il y a des moments qui sont propices, enfin qui sont moins pires que d'autres. Les moments les moins pires que d'autres, c'est pas dans sa chambre. Parce que si un enfant est habitué à avoir un écran dans sa chambre, il ne va pas développer, ou dans son lieu de jeu, en fait, dans sa salle de jeu, il ne va pas développer son imagination, il ne va pas développer un endormissement en autonomie. Il va vraiment être passif par rapport à ça. Ça va retarder aussi, ça va dégrader son sommeil et retarder son endormissement. Donc, pas avant de se coucher, on peut essayer de dire aux parents minimum 1h30 avant qu'il aille au lit. Donc, si vous le mettez à 20h au lit, minimum 18h30 pour que ce soit arrêté. Pas pendant les repas, parce qu'on sait que le moment des repas, c'est le moment d'échange dans la journée, le moment de discussion dans l'idéal, hein, sauf quand on est nous-mêmes devant une télé pendant les repas. Voilà. C'est comme ça. Et puis, pas le matin, parce que le matin, ça va jouer sur les capacités d'attention. Les capacités d'attention et d'attention soutenue. Un enfant n'a pas une attention indéfinie. Hein, évidemment, c'est des petites capacités d'attention. Et quand il a déjà été exposé à un écran le matin, sa capacité d'attention et d'attention captée, là, on n'est pas dans l'attention où il va pouvoir vraiment se concentrer pour apprendre. Son attention va déjà être vidée et pour aller à l'école le matin, ça va déjà avoir vidé ses batteries, enfin sa jauge d'attention. Donc si on peut dire aux parents, d'accord, bon, ok pour les écrans, mais alors moins d'1 heure, et puis l'idéal en gros c'est après l'école, avant 18-19h, voilà, si on peut, un moindre mal, ce serait ça. Ouais. Moi, j'arrive de poser la question, parce qu'on nous ment, de toute façon. En revanche, quand moi, ce que je demande systématiquement, c'est comment ils s'occupent à la maison. Alors, quand il y a trop d'écran, les parents vont le dire. Moi, j'attire juste votre attention sur est-ce que les parents sont capables de dire on se sent débordé, on ne sait pas comment l'envisager. Et je vous encourage aussi à demander pourquoi ils ont mis à l'écran. Parce que quand on est face à un enfant qui n'a aucun élan à l'interaction, qui fait comme si vous n'existiez pas, c'est difficile d'interagir avec lui aussi. Donc, peut-être que c'est la solution de facilité, bien que ce ne soit pas forcément facile dans ces cas-là, pour que cet enfant s'occupe et pour qu'on puisse faire autre chose. Et garder à l'esprit aussi que les enfants de TSA, ils adorent le côté itératif. Et les écrans, le truc qui est génial avec ça, génial, c'est que les choses, elles sont toujours dites avec le même ton, la même intensité, c'est toujours tout pareil.
Et ils adorent ça. Surtout quand il y a des stimulations sensorielles très intéressantes. Que nous, on ne pourra jamais reproduire dans la réalité, parce que même si on dit la même chose plusieurs fois, on va invariablement varier le ton, varier l'intensité, peut-être même ajouter un petit quelque chose qu'on n'aurait pas mis. Donc, quand il y a une surexposition comme ça, au-delà de, on va leur faire de la prévention, évidemment. Aussi questionner pourquoi vous en êtes arrivé là. Et puis, est-ce qu'il est constamment en boucle sur un seul programme ou est-ce qu'il zappe ou est-ce qu'il varie ou pas? Et ça peut déjà nous donner quelques indices sur comment la dynamique communicationnelle se passe, sans forcément être super jugeant et du coup laisser l'espace ouvert pour qu'on puisse dialoguer. Et bon, bah, voilà. Comment on peut faire ensemble pour bosser, dynamiser un peu tout ça. C'est ça, on sait que c'est. Mais c'est super important, moi, je pense, de questionner les raisons aussi. Alors oui, il y a des parents qui ont décidé que c'était la mine de leur enfant, on est d'accord. Hein. Mais il y a aussi ceux qui sont complètement démunis face au comportement de leur enfant et qui ont trouvé ça. Et en général, ils le savent, ils vous le disent. Et ils vous disent, bah, moi, je ne sais pas comment m'en sortir. Bon, bah, ok, on va bosser ensemble, on va chercher le pourquoi du comment. Voilà. Mais gardez cette petite lumière quand même qui s'allume et qui dit, pourquoi? On peut avoir plein d'infos comme ça. Donc voilà, c'est un sujet vaste et on a du boulot là-dessus. Donc, il y a un projet qui est mené par la Codécom des Portes de Meuse, auquel je fais partie, de prévention des écrans. Et donc, c'est sur le territoire des Portes de Meuse, qui est proposé tous les 2-3 ans, où on essaye vraiment d'amener les parents, les enfants à se questionner. Les instituteurs, institutrices, on a pu vraiment rentrer avec l'éducation nationale. Donc, c'est chouette. Mais voilà. Et depuis le Covid, les choses se sont accentuées. Donc, il y a eu une consommation d'écran qui a augmenté. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un sujet où on aura du boulot. En orthophonie, Juste une petite question. Dans vos salles d'attente, vous mettez des jeux et des livres ou vous n'en mettez plus depuis le Covid? Alors, moi, j'en ai remis. Alors, oui, la question est, est-ce que dans les salles d'attente des orthophonistes, il y a des jeux et des livres à disposition? C'est vrai que pendant le Covid, tout a été retiré. Là, moi, j'en ai remis depuis l'année dernière, il y a 2 ans à peu près. Moi, j'ai un cherche-et-trouve géant qui fait à peu près la taille des enfants. Et alors, ils sont tous coachés. Parce qu'en plus, comme c'est géant, il faut chercher le nom. Et je ne veux pas parler là-dessus. Si je l'enlève, je pense que je vais faire beaucoup de malheureux, y compris des enfants qui n'étaient pas forcément dessus. C'est une affiche, c'est ça? C'est le principe de recherche. Ah oui, d'accord. Mais sur une image qui puisse s'adapter aux enfants, il faut chercher différents éléments et ça fait littéralement cette taille-là. Et il n'y a pas besoin de toucher, voilà, de traiter. Non, pas nécessairement. J'ai J'ai quand même une petite fille, j'avais une salle d'attente un peu sombre depuis un temps, qui arrivait systématiquement en avance et avec la lumière du téléphone de sa mère qui voulait absolument continuer à chercher les éléments. Donc, ça ne demande pas un investissement fou. C'est difficile à voler parce que vous auriez pas l'air un peu bête à partir avec, mais ça attire, ça interpelle déjà juste à cause du format. Donc, si j'ai un conseil, moi-même je suis surprise, mais ça fonctionne bien. Et donc là, alors, on voulait un petit peu vous parler de l'hygiène bucco-dentaire qui retentit en orthophonie aussi. Donc, ne pas hésiter à dire aux parents qu'en fait, dès l'apparition des premières dents, des pures dents, on peut déjà aider, habituer l'enfant à la brosser. Même si au tout début, ça peut même être sans dentifrice, et puis après une toute petite légère, tout petit grain de riz. L'enfant n'est pas obligé de se rincer la bouche jusqu'à à peu près 6 ans. Je pense que les dentifrices sont faits pour être avalés. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis de bien réaliser le brossage avec l'enfant. Je crois que c'est pas avant 5, alors je crois qu'on avait mis 5 ans, et c'est peut-être même 7 ans, eux ici 7 ans où ils sont vraiment capables de pouvoir se brosser. Pourquoi on vous parle des dents? Évidemment, dans l'articulation, on en a besoin.
dans le confort pour manger, pour sourire, pour être en interaction avec les autres enfants, c'est nécessaire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, il y avait un programme avant qui s'appelait MPEDAN, qui était d'offrir une consultation gratuite à tous les enfants de 3 ans, 6 ans, et je crois que c'était tous les 3 ans. Et maintenant, c'est tous les ans, depuis cette année, depuis 2025, tous les ans, chaque enfant de France peut avoir un bilan gratuit chez son dentiste dès l'âge de 3 ans. Voilà. Donc, il ne faut hésiter à encourager les parents à évaluer parce qu'ils n'ont pas d'argent avancé et les soins liés à cet examen sont pris en charge pendant 6 mois post-examen. Donc, en gros, jusqu'à 24 ans, globalement, les soins dentaires sont quand même maintenant bien pris en soin pour les gens. Donc, n'hésitez pas à relayer ce message aussi. Titi posé la question parce que, en fait, alors, dans mon exercice au CAMS, je le vois tout le temps. Et aussi en libéral, j'ai un kit de démo avec les brosses à dents maintenant. Vous avez les recommandations de FSBD qui ont fait une super magnifique affiche sur le dosage de fluor par âge que j'imprime de manière industrielle. Parce que, en fait, la première réaction des parents, c'est ah bon, il faut brosser les dents dès la première dent, mais vous ne l'avez pas dit. Donc, finalement, dans mes anamnèses, ça m'arrive de passer 20 minutes sur le brossage de dents. Pour éviter d'avoir des enfants avec ça de couches de tartre derrière les dents, c'est déjà vu, ou la quasi-totalité des dents de lait qui sont carriées. Et là, après, le dentiste, on ne veut plus y aller. Oui, et puis, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais on me dit souvent, oui, mais le dentiste a dit qu'on ne soignait pas les dents de lait. Donc, vraiment, posez la question, vous allez être surpris. C'est vrai que c'est un prérequis aussi important. Donc, dans les nouveaux carnets, ils en reparlent aussi, c'est très bien dit. Donc, voilà. Voilà, les carnets, c'est sûr, mais on peut les rediriger aussi vers les carnets. On voulait aussi vous parler de la diversification alimentaire parce que, encore une fois, il y a des liens avec l'orthophonie. Ça peut, donc, c'est la diversification qui commence à partir de 4 mois. Qui habituellement se fait à partir de purée. C'est ce qui est le plus fait en Europe, en tout cas, puis dans les pays industrialisés, on va dire. Mais il y a aussi d'autres méthodes qui existent, dont la diversification menée par l'enfant. Alors, attention, ça n'est pas pour ça que c'est idéal et qu'il faut que tous les enfants mangent des gros morceaux avant. Voilà. Il faut que ce soit quand même fait de manière sécurisée, c'est-à-dire que les enfants doivent pouvoir tenir assis seuls et emmener seuls un objet, par exemple, de devant eux jusqu'à leur bouche. Il faut que c'est quand même ce prérequis-là, que leur tronc soit bien à 90 degrés et avec des pieds stables sur un appui. Pas de pieds qui balancent dans des chaises hautes accrochées à la table, pas de pieds dans le vide. Il faut vraiment que l'enfant soit assis parce que même nous, quand on mange, quand on a les pieds dans le vide, on le sent, on n'est pas très bien installé. Il faut vraiment qu'un enfant ait les pieds assis à 90 degrés et le tronc droit. Ça, c'est aussi un confort nécessaire pour l'alimentation de base, même que ce soit purée ou autre. Voilà. Cette diversification menée par l'enfant, nous, en orthophonie, encore une fois, on va dire, parce que, encore une fois, ça permet de stimuler la croissance du palais. Plus l'enfant va mastiquer, plus l'enfant va développer une force dans sa langue, va développer son palais, va user ses dents de lait qui sont faites pour être usées. Un enfant qui va avoir des canines pointues à je ne sais quel âge, qui ne vont jamais croquer, mastiquer. On sait que en général, ce sont aussi des enfants qui ont des troubles de l'articulation parce que leur bouche a mangé du mou très longtemps. Donc, on sait que voilà, il peut y avoir des liens. Alors, et clairement, dans notre société, on mange c'est développé de partout. Mais donc, ne pas hésiter à dire aux parents de temps en temps, proposer-leur des choses à croquer, à mastiquer, parce que c'est nécessaire pour notre croissance, encore une fois.
jusqu'à une croissance maximum faciale, je crois que c'est à peu près jusqu'à 7 ans que doit se faire. Donc, on a le temps quand même hein, de proposer. Mais voilà. Si je peux rajouter, ça fait des expériences sensorielles aussi. Oui. Parce qu'un enfant qui est nourri à la cuillère et qui touche jamais sa nourriture, la première fois qu'il a touché, ben, et puis les parents vont se dire, il n'aime pas. Donc, ils ne retenteront pas. Puis, il y a aussi les parents qui n'aiment pas que leur enfant soit sale. Pour la petite histoire, j'ai vu une petite fille une fois. Et alors, elle n'avait pas de trouble de l'oralité. Simplement, elle était nourrie à la cuillère. Bon, la cuillère n'était pas hyper bien donnée. Passe encore. La maman ne supportait pas qu'elle soit sale. Un bébé qui mange seul, il est sale. D'accord. Donc, elle l'essuyait avec un sopalin en permanence. Donc, la petite, elle était pas hyper report pendant le repas. J'ai juste montré comment on faisait pour donner la cuillère. Je lui ai dit d'arrêter de l'essuyer frénétiquement comme si il fallait qu'elle soit toujours toute brillante. Une fois, elle a arrêté, c'est terminé. Parce que cette petite, elle n'avait pas fait d'expérience sensorielle et les seules qu'elle avait eues étaient déplaisantes au possible, quoi. Vous laissez imaginer le sopalin sur le visage frotté 150 fois par repas, c'est vraiment super. Et alors, pour la petite histoire de l'essai alimentaire, donc moi je fais toujours un essai alimentaire, je pense que je peux faire pareil. Donc, je les laisse faire, quoi. On les met dans le pot et tout. J'ai cru qu'elle allait me faire un AVC, maman. Sauf qu'en fait, il faut qu'ils explorent. S'ils touchent le rien, ils ne peuvent pas se désensibiliser, c'est impossible. Et si vous avez des plaintes quand on questionne l'alimentation, je rebondis sur la mastication, les repas qui durent 3 heures. Et si cet enfant, il n'a jamais été amené à mastiquer quelque chose de dur, comment voulez-vous qu'il sache mastiquer? Parce qu'en fait, on apprend à mastiquer en mastiquant. Sauf que il y en a beaucoup qui sont nourris essentiellement de Lady Chef, ça ressemble pas à la papier pour chaîne. C'est soi-disant 12-18 mois les morceaux, mais en fait, c'est tellement plein de sauce que c'est mou. C'est mou. Ouais, donc, ils n'entraînent pas la mastication. Donc, les parents disent qu'ils ne savent pas mastiquer. Donc, je leur proposerai la mastiquer parce que j'ai peur qu'ils s'étouffent. C'est une espèce de cercle vicieux. Puis, on va retrouver avec Dracula en consultation. Non, mais c'est vrai, déjà vu, c'est des armes de destruction acide. Hein, donc, vraiment. L'idée de la DME, c'est qu'il y a une espèce de désensibilisation sensorielle et aussi, on fait des expériences, quoi. La nourriture, c'est pas juste la couche et comme ça. Manipuler ses doigts aussi, et ça va. Donc voilà, donc le rôle de l'orthophoniste peut aussi intervenir à ce moment-là. Quand les parents disent qu'ils ne mangent pas le morceau ou ça dure longtemps, mais je vais quand même parler un petit peu. On peut s'en occuper. La rééducation de la mastication, ça fonctionne super bien non plus. Et puis, je vais vous parler de la BCO. Vous voulez vous parler de... Oui, alors, la PCO, c'est ça du premier critère de PCO. Alors, la PCO, qui ne connaît pas, y a-t-il des gens dans le public qui ne connaissent pas? La PCO, c'est la plateforme de coordination d'orientation. Initialement, c'était prévu pour les enfants de 0 à 6 ans. Ça a été étendu en janvier dernier, donc 7 août. C'est une plateforme qui a été créée pour dépister, diagnostiquer et orienter ensuite les enfants. Ça vaut ce que ça vaut, ça a le mérite d'exister. Sachant que on peut dépister très tôt. Et en plus, dans les nouveaux carnets de santé, vous avez le retour du QR code qui vous permet d'avoir accès aux signes d'alerte. Qui sont la diapo suivante. Oui, j'ai pas la vidéo. Ah, pardon. Voilà. Donc, là, c'est pour tous les âges. Ah, oui, voilà, de 6 mois à 11 ans. C'est fait par âge. Donc, si vous n'avez pas les repères de développement en tête, c'est OK. On peut juste aller récupérer le livret, faire des croix, et on vous dit bien, au bout d'un tel nombre de croix, vous pouvez réorienter. Oui, voilà. Sachant que, sans vouloir faire de la pub, il y a aussi les CAMS qui sont là pour ça, pour les 0-6 ans. Mais, alors, il y a certains parents qui ont aussi des questions dont on va placer mon enfant, on l'a déjà dit plusieurs fois, si on va au CAMS. Ouais. Je sais pas, je comprends pas trop pourquoi, mais voilà. Donc peut-être que ça leur fera moins peur, la PCO, je ne sais pas.
Mais en tout cas, ça donne les repères de développement déjà dès 6 mois quand même. Parce que juste après, on va parler des compétences socles. Voilà, c'est ça. Et ça ressemble à ça. On en a un juste là. N'hésitez pas à venir feuilleter. Normalement, l'adressage dans une PCO, c'est le médecin qui fait. Et ça part du médecin. Ça part du médecin. Le courrier d'adressage est fait par le médecin, même s'il y a des bilans des paramédicaux qui sont faits. S'il n'y a pas l'adressage qui est fait par le médecin, il n'y a pas de PCO. Voilà. Donc, alors, moi, je vais aborder un gros vaste sujet qui sont les compétences socles. C'est son avant-langage. Donc, dans le carnet de santé, vous avez l'histoire du babillage, donc produits des sons variés. Est-ce que l'enfant tourne la tête pour regarder la personne qui parle? Est-ce qu'il sourit en réponse? Est-ce qu'il sollicite le regard de l'autre? Sachant qu'à 8 mois, la plupart des compétences socles sont acquises. Donc, à 8 mois, on peut commencer à se poser des questions. Donc là. Donc, ce n'est pas des compétences qui sont absolument nécessaires pour parler. En revanche, ça donne une bonne indication déjà de est-ce qu'on sera un bon interlocuteur ou pas. Donc, on est parti. Les plus précoces, c'est le regard. J'insiste sur le regard adressé, c'est-à-dire qu'on a l'intention de regarder quelqu'un. Ce n'est pas notre regard se pose comme par hasard sur une personne. Ce n'est pas ça le regard adressé. Hop là, est-ce que l'enfant réagit au son? Je fais une petite aparté. L'audition, normalement, elle est testée à la naissance systématiquement depuis un certain nombre d'années quand même. Moi, je vous invite, et puis on en reparlera, à demander systématiquement un test auditif quand il y a un doute. Parce que des otites muqueuses, ça passe inaperçu. Ça fait pas mal, hein, donc voilà. Il peut y avoir des baisses auditives régulières et avant de se dire cet enfant est sourd, peut-être qu'il y a juste des otites ou un bouchon ou quelque chose. Mais un enfant qui ne réagit pas au son, ce n'est pas normal. Ne serait-ce que simplement se retourner et dire mais c'est quoi ce truc? Donc ça se teste hors de portée. Si vous êtes avec votre petite clochette, ça ne marche pas. Oui. Est-ce que l'enfant peut réagir à son prénom? Je vais insister fort là-dessus. On n'évalue pas sur du déclaratif. Parce qu'en fait, moi, systématiquement, j'en dis oui. Moi, j'ai appelé l'enfant 15 fois, il n'a pas tourné la tête une seule fois. Oui, mais il n'est pas concentré. Oui, mais là, il ne vous écoutez pas. Oui, mais. Si on est obligé de l'appeler 20 fois pour qu'il tourne la tête, et si ça se trouve, il a tourné la tête par hasard, ça ne compte pas. Un enfant à 6 mois, vous l'appelez, il tourne la tête. Ou il a au moins une réaction, quoi. Sinon, il ne change pas. Donc, attention déclaratif. Les enfants, très tôt, ils vont imiter leurs parents, les petites consignes et tout ça, machin. Donc, ça commence par l'imitation des mimiques, très tôt, l'imitation des gestes, et ensuite, l'imitation verbale va arriver. On fait du babillage avec son enfant, des petits tours de rôle de gaga, bababa. On a l'air un petit peu bête comme ça, mais voilà. Et ensuite, ils vont commencer à répéter tous les mots bouddhiques, et là, il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est la phase un peu marrante. Alors, le tour de rôle, il commence déjà dans les vocalisations. Le tour de rôle, c'est pas juste on joue chacun son tour. Hein. C'est déjà dans les interactions. C'est on fait ba et on se marre. L'enfant regarde. Hein, et il va essayer de refaire. Donc, ça commence par là, le tour de rôle déjà. Hein. C'est là très tôt. L'attention conjointe, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? Parce que c'est un truc un peu complexe, en fait. Alors, l'attention conjointe, il faut l'imaginer comme une triangulation, en fait. Hein. C'est un triangle. Donc, admettons, tiens Clémence, tu vas être mon partenaire. Tu m'appelles? Hop, Marine. Et là, on va regarder le même objet chacun. Ah, et on fait des allers-retours entre l'interlocuteur et l'objet très intéressant. Il n'y a absolument aucune chance pour qu'un enfant s'intéresse à verre, mais pourquoi pas? Oui, vide en plus. Mais en tout cas, voilà. C'est la relation entre l'enfant, l'objet, le parent. Et on fait des allers-retours fréquents. C'est ça l'attention conjointe. Il y a plusieurs tours d'interaction. Donc, d'où serait ce système de triangulation. Mais avant, on peut regarder des trucs ensemble.
C'est simplement que là, c'est un petit peu plus poussé. Les gestes sociaux, à chaque fois qu'ils font quelque chose, une fois qu'ils savent faire bravo, ils demandent à ce qu'on les félicite. Donc, ça commence du coup, bravo, alors le nom. Voilà. Alors, le pointage proto-impératif, et il y a aussi le pointage proto-déclaratif. C'est deux choses différentes. Le pointage, c'est ça, l'index, comme ça. C'est pas ça, c'est pas non plus ça, ça fonctionne pas non plus. Alors, évidemment, sauf difficultés motrices particulières et tout ça, hein, mais c'est l'index, et c'est ça. Il a deux fonctions de pointage. La première, c'est pour demander quelque chose. Hein, il y a le ballon qui est hors de portée, on n'arrive pas à l'attraper. La deuxième, qui est pour moi même encore plus importante que la première, c'est on veut montrer un truc intéressant. Il y a le camion de pompier qui fait le camion de pompier. On partage son intérêt en fait. Et c'est déjà de l'interaction, même quand il n'y a pas forcément de langage. Donc, un enfant qui a ça, il fait ça, lui. Parce que bon, nous, on est juste un objet, quoi. Hein. On va atteindre son but. Hop là donc, il y a les limites, elles se mettent en place très tôt aussi. Au départ, ça passe par tout ce qui est souris-réponse et puis les intonations. Et le jeu. Alors, évidemment, pour jouer, il faut avoir expérience. Sachant qu'il y a quand même une différence entre le jeu de faire semblant et le jeu symbolique. Le jeu de faire semblant, c'est je fais semblant d'appeler avec un vrai objet, le téléphone. Allô. Le jeu symbolique, c'est je prends un truc qui n'a aucun rapport avec la choucroute et je fais semblant d'appeler. On est capable de se dire, ça, on peut l'utiliser pour appeler. Vous avez des enfants, sans vouloir les citer, les petits comme ça, une télécommande, ça sert pour la télé, d'accord? Et c'est tout. Bah non. Mais eux, ils sont restés à l'utilisation première de l'objet. Tout ce qui est en rouge, c'est les signes d'alerte point TSA. Je peux préciser ce que c'est TSA, trouble du spectre autistique. Je cite une de mes profs de faire qui est incroyable si vous voulez lire des choses sur le développement de l'enfant. Donc, dès 3-4 mois, le bébé est déjà en capacité d'avoir des interactions avec son parent. Alors, évidemment, ça ne va pas être du très construit, du très incroyable, mais on a déjà, vous voyez, il y a déjà du regard, il y a déjà des réactions au son, il y a un peu d'imitation motrice, vous gagatisez pendant que vous changez, et puis vous avez déjà des interactions avec lui. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est des trucs qui arrivent tard. Un bébé, il comprend les choses très vite, à la condition qu'on soit un bon partenaire. On va parler des troubles du spectre autistique parce que... Donc ça, on va vous le donner. Il y a deux choses. La première chose, c'est des choses qui sont absentes. Je vous ai déjà parlé de l'absence ou de la pauvreté de réponse au prénom. Ça doit vous alerter systématiquement en dehors de toute surdité, on est d'accord. Tout ce qui est recherche de l'interaction avec le regard au départ. Vous avez tout ce qui est babillage, le pointage, vous préférez celui pour montrer un truc intéressant et partager son bonheur. Et ensuite, tout ce qui est développement du langage. Et il y aura aussi potentiellement des particularités sensorielles. Attention là-dessus, un enfant qui est hypersensible n'est pas forcément hypersensible de tous ses sens. On peut avoir une hypersensibilité tactile et une hyposensibilité au niveau de l'odorat, par exemple. J'ai perdu tout le monde. C'est pas tout ou rien, et c'est pas tout pour tous les sens ou rien pour tous les sens. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Un enfant qui est passif, je vous invite à être très attentif sur les filles. Ah, qu'est-ce qu'elle est sage. Ouais, elle est peut-être un peu trop sage, quand même. Ils peuvent avoir des stéréotypies dans les gestes et dans les activités. Un enfant qui fait ça, on sait tout ça, d'accord? Mais les stéréotypies, le flapping, là, ce que je fais là, c'est pas que ça. Vous avez des enfants qui font comme ça, c'est pas que le petit oiseau qui va s'envoler. Et puis ça peut être le fameux comportement d'alignement, on ne peut pas désaligner, sinon on peut pas rendre rigide. Et attention à ceux qui sont trop rigides. Il faut que ça se passe comme ça, sinon c'est crise.
Alors, évidemment, il y a des enfants anxieux, on est d'accord. Mais en fait, si vous voulez, c'est pas un signe qui va dire ah oui, l'enfant il est autiste, c'est sûr. Non. C'est un faisceau de signes qui se retrouvent où on va dire ah, ça fait beaucoup là. C'est plutôt ça. Alors, on peut poser un diagnostic dès 18 mois. Parce qu'on a déjà dit que les compétences socles à 18 mois, c'est quasiment fini. Alors, les prévalences, on va se fâcher un peu. Pour le moment, c'est 1 sur 132. J'étais en formation il y a 3 semaines. À votre avis, c'est quoi les nouvelles prévalences? Vous allez tomber de vos chaises, accrochez-vous. 1 sur 36 aux États-Unis. Alors moi, j'ai demandé au formateur, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Le Américain, ils ont craqué. Et en fait, ils ont des plus grandes cohortes que nous. Ils diagnostiquent mieux que nous aussi. Sachant qu'on est très mieux pour diagnostiquer les filles, par exemple. On va en reparler. Bon, c'est plutôt les garçons, mais comme d'hab pour les TLV, ils ont vraiment pas de chance, les pauvres. Les filles, c'est soit tout, soit rien. C'est soit vous avez un TSH super sévère avec tout ce qu'il faut, vous ne pouvez pas le louper. Ça passe un peu plus inaperçu, puis ça peut passer inaperçu longtemps, parce que l'âge moyen de diagnostic du TSH chez une fille, c'est 27 ans. Voilà. Ce qui est dit aux orthophonistes en formation, c'est qu'en fait, les filles, elles ont des intérêts restreints qui sont plus socialement acceptables. Ça ne va pas être les insectes de l'Afrique du Nord en 1950. Je grossis volontairement. C'est l'équitation. Qui se soucierait d'une fille qui est obsédée par l'équitation? Alors, normal. Sauf qu'en fait, si c'est trop, c'est pas normal. Et il y a souvent, parce que double peine, une comorbidité avec le TDAH. D'ailleurs, le TDAH, ça peut être le premier diagnostic qui est posé, et après le TSA. Parce que TDAH, c'est plus acceptable. Pour préciser, c'est aussi TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Le H n'est pas une obligation. Donc, c'est des enfants, vous allez le voir. De toute façon, c'est ceux qui vont retourner d'eux. Ce qu'on sait sur l'autisme, pas grand-chose en fait, c'est que dans les facteurs de risque, c'est être un garçon, qu'il y ait d'autres personnes autistes dans la famille. C'est pas parce que dans toute la fratrie, il y a un autiste que les autres, ils sont sauvés. Hein. On en voit des fratries complètes. Il y en a une qui se fait diagnostiquer, puis les autres suivent, les parents aussi parfois. Moi, ça m'arrive souvent, ils me disent oh non, il n'y a personne. Puis 6 mois plus tard, si, le cousin germain, il est autiste. Et je me dis, c'est ce qu'il fallait me dire avant. Plus les parents sont âgés, plus c'est risqué. Et ça n'existe plus, parce que la dépakine, on a arrêté de la donner aux femmes enceintes, mais c'est un facteur de risque. Regardez comme c'est facile, il y a que 2 critères. Donc, on se base sur le DSM-5 pour faire les critères. Donc, c'est toujours ça plus ça. C'est pas que soit ça ou que ça. C'est les deux ensemble. Et vous, dans vos cabinets médicaux en tant que paramède, il y a la M-Chat. Alors, c'est super, c'est gratuit, c'est sur Internet. Par contre, faites attention, les parents vont arriver à 14 km avec ça. Vu les questions qui sont posées. À la fin, ça vous donne un score. Et puis, tous les items qui sont en gris. Merci. Tous les items qui sont en gris, c'est les plus gros signes d'alerte. Si c'est oui à chaque fois, donc ça m'accélère. Il y a un score. Est-ce qu'il y a une moyenne? Oui, il y a une moyenne qui sont là. Vous avez donnée avec une moyenne. Vous pouvez le remplir en ligne. Ok. Voilà. Pour tout ce qui était ça. À 11 mois. Mesdames, je fais mon maître du temps. Il reste une grosse demi-heure. Ok. On démarche. Alors, 11 mois. On voulait vous parler du mouchage. Parce que un enfant enrhumé, c'est un enfant qui est enrhumé en permanence, puis s'il ne trouve pas son nez, enfin voilà. Donc, moi, c'est une question que je pose systématiquement, parce qu'un enfant qui est enrhumé,
respire par la bouche, quoi. Qui dit respiration buccale dit on met pas la langue au palais, on développe pas la mâchoire. Enfin, tout le monde va mettre les oreilles avec ça. Et aussi, c'est un facteur de risque pour les caries. Parce que la salive a une vertu protectrice. Donc, elle évite de bactéries. En dehors de tout ce qu'on connaît déjà de la respiration buccale, je ne vous fais pas. Je pense qu'on a parlé beaucoup dernièrement. Donc, nous, on encourage vraiment les parents à entraîner une bonne hygiène nasale chez les enfants. Vraiment, c'est aussi dans nos champ de compétences, ouais, de vraiment insister sur un enfant qui a le nez qui coule tout le temps ou qui a le nez bouché. Il faut qu'il se mouche, il faut lui apprendre à se moucher, il faut lui apprendre à se laver, enfin, on va lui laver le nez. Il y a différentes techniques, mais c'est nécessaire de jour comme de nuit. Ça va retentir sur son attention aussi. Parce qu'une respiration nasale, c'est la respiration physiologique pour être attentif. La nuit, particulièrement, si la respiration est buccale la nuit, on ne peut entrer dans un sommeil profond, on ne peut accéder à un élagage la nuit par le cerveau de ce qui a été utile ou pas utile dans la journée, donc une mémorisation des apprentissages aussi. Et le matin, si on n'a pas eu un sommeil réparateur, on ne repart pas avec les batteries chargées. Notre attention n'est pas possible. Donc attention aussi au diagnostic des fois un peu trop rapide de troubles de l'attention. Si on n'a pas investigué le sommeil, la qualité du sommeil et vraiment la qualité respiratoire dans le sommeil, on peut passer à côté de ça. Des enfants avec des grosses amygdales qui obstruent leur voie aérienne, des enfants avec des grosses allergies respiratoires qui font que le nez est tout le temps bouché. Ça peut créer ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil, qui existe chez les enfants. Ça n'est pas que chez les adultes. Donc, en sachant que le temps de sommeil chez un enfant, c'est autant de temps de vie éveillée, quasiment, enfin, surtout chez les petits, c'est quand même une part importante à aller investiguer chez les enfants. Poser ces questions de dépistage d'un bon sommeil. Voilà. De toute façon, on le test, hein, quand on a un rhume qu'on respire par la bouche, Pour en revenir au mouchage, oui, à partir de quel âge chez un enfant on se dit là il va falloir consulter, être aidé pour qu'il apprenne à se moucher? À peu près avant 1 an, c'est possible d'apprendre un enfant à se moucher. Et là, il y a un peu la deadline, on va dire, à quel âge après on se dit vraiment là il faut vraiment qu'il apprenne à se Alors, moucher? du coup, la question c'était à partir de quel âge? Moi, je te répondrais par est-ce qu'il est souvent malade? Ouais, c'est plus ça. Ben oui, parce que s'il est souvent malade, ça vaut le coup de le recevoir parce que moi, souvent, les parents me disent je lave le nez avec une pipette de sérénity. Sauf qu'en fait, à partir de 4 mois, c'est la seringue. Donc, déjà, on est moins efficace pour les enfants que cet enfant. Et puis ensuite, moi, je leur demande de faire. Quand ils font clac, je dis mais c'est pourquoi faire? Et quand je suis dans le cerveau, je ne comprends pas doucement. Donc, on y va très lentement. Ouais. Des comportements dans mon lavabo, c'est dégoûtant. Mais en fait, il faut qu'on s'entraîne. Est-ce que l'enfant est capable de dissocier son souffle nasal du souffle buccal? Il y a des enfants qui sont, au niveau de neuromotricité, ils sont pas autant, hein, on est d'accord. Donc, en fait, dès que les enchaînent, les otites, les rhumes et tout ça, ben, on peut déjà commencer à se dire, OK, il ne sait pas se moucher, on essaie de le faire. Et si on n'y arrive pas, ben voilà. La langue de belle-mère, vous savez, le truc de carnaval, on se la met dans le nez. Et le ridicule ne tue pas le souffler par le nez, tu peux respirer. Voilà, ça fonctionne, c'est notre travail en suivi, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment nécessaire. Et pour cette histoire d'apnée du sommeil, vraiment l'examen qui permet de dépister les troubles, c'est la polysomnographie. Il y a beaucoup de choses qui maintenant arrivent avec des petits capteurs, on met juste l'examen de référence, c'est la polysomnographie. Un enfant qui rit, c'est pas normal, quoi. C'est pas censé venir à côté de l'herbute ou des là, pas du tout. Sauf si on est enrhumé, effectivement, là, c'est. Mais sinon, c'est pas. C'est pas normal. Alors, moi, je vais vous donner des repères langagiers. Donc, on a déjà dit, le langage, c'est pas un apprentissage, c'est pas censé l'être. Il s'apprend en ayant des interactions de qualité avec un adulte, le parent, la nounou, peu importe. Hop, donc, ça va être super facile de lire. Les premiers mots entre 12 et 18 mois.
Normalement, ils ont dit 50 à 18 mois. 50, c'est le seuil critique pour commencer à faire des phrases. Moins de 50 mots, pas de phrase. Même si ce sont des mots déformés. Hein. Oui. Là, c'est normal à cet âge. Si vous dites pas pour bateau, ça compte comme un mot. Ou comme un petit patient faisait, coller pour fraise. Mais il disait toujours coller à la place de fraise. C'est un mot. Même s'il n'est pas prononcé. Donc, en vrai, je vais tous les sortir. Un mot, 1 an. 2 mots, 2 ans. 3 mots, 3 ans. C'est super facile. Sachant que les premières phrases à 24 mots, ne vous attendez pas, voilà. C'est papa parti, veut café, veut glace, voilà. Quand tu dis 2 mots, c'est 2 mots combinés. En fait. Oui, en fait, on va mettre 2 mots ensemble. Il n'y a pas de grammaire. 3 mots combinés à 3 ans. Il n'y a pas de grammaire. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est comme ça qu'on commence à faire des phrases. Donc, normalement, à 3 ans, ils rentrent en petite section, ils font des phrases, des vraies phrases, avec de la grammaire. Alors, évidemment, ils font des erreurs, on est d'accord, hein, mais ils doivent faire des phrases. Je voulais juste parler du bilinguisme parce que ma bagarre. Le bilinguisme, ça ne fait pas des troubles du langage. J'insiste et je le redis, ça ne fait pas des troubles du langage. On n'empêche pas un parent de parler sa langue. Jamais. En fait, si vous voulez, la langue française et la langue anglaise, elles ont en commun le fait que c'est un système linguistique. La seule chose qui va changer, c'est que la langue change, mais le langage en lui-même, le système linguistique, il est pareil. Donc, je préfère qu'un parent parle ourdou, c'est du pakistanais, à son enfant en donnant un bon modèle, des bonnes phrases, des choses qui sont bien construites, qu'un mauvais français, plein d'erreurs. Parce que le modèle qu'on donne, il n'est pas bon. En revanche, ce qu'on peut faire, ce qui m'arrive en ce moment avec quelques patients, c'est on va questionner dans quelle langue est la télé à la maison. Pardon. Et est-ce qu'il y a une vie sociale en dehors de la maison dans la langue du pays? Si aucun des deux parents Voilà. ne maîtrise le français. Si je vous mets au Japon avec une communauté française, vous n'apprendrez jamais le japonais. Jamais. Si je vous oblige à être qu'avec des japonais, ça va venir. Donc, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est la socialisation et le temps d'exposition à la langue. Donc, et les activités sociales. L'aquaponie, la poterie, on s'en fiche. Juste, il est dans un environnement où il n'y a que du français. Il est bon. Voilà. La prévalence des troubles du langage, c'est entre 3 et 7%. C'est pas rare. Alors, troubles du langage, c'est ce qu'on appelait avant dysphasie. Ça fait 20 ans qu'on utilise plus. On utilise troubles du langage maintenant, c'est quand même vachement plus, enfin, tout le monde sait de quoi on parle. Donc, c'est pas si rare. C'est la dyslexie du langage, si vous préférez. Ah, loin d'être rare. Et souvent, c'est associé avec potentiellement un TDAH, trouble de l'attention, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TDC, c'est trouble de coordination, et Pierre-Michel, les enfants. Des troubles des apprentissages, et il peut y avoir, et là, les études ne sont pas capables de dire si les troubles du comportement sont liés aux troubles du langage ou l'inverse, qui de l'autre de la mélancolique. Mais un enfant qui n'arrive pas à bien s'exprimer, ça peut faire des troubles du comportement, des émotions plus difficiles à gérer, logique. Il n'arrive pas à dire ce qu'il veut. Donc, en général, ce sont des cumulars. Et le cumul est plutôt la règle que l'exception d'ailleurs. Les parleurs tardifs. Je vous fais grâce de mon anglais. Donc, c'est des enfants qui ont entre 18 et 35 mois et bon, ils démarrent doucement, hein, en l'absence de conditions biomédicales, évidemment. C'est 10 à 15% des enfants de 2 ans, c'est pas si rare. Et il peut y avoir, ils ne font pas des phrases au bon moment, les phrases ne sont vraiment pas terribles, les sons ne sont pas encore tous là. Mais en fait, à 23 ans, on ne sait pas, nous, s'il y a un truc du langage ou s'il va démarrer, mais plus tard. Donc, les statistiques, c'est ça. Parmi nos parleurs tardifs, il y en a 40% qui ont des difficultés qui disparaissent, on est très contents. Il y a 35% qui ont des difficultés qui sont dans un seul domaine. En général, c'est l'agencement des sons dans les mots. Et il y en a 40% qui ont des difficultés qui persistent.
Comment on fait pour savoir? Ben, on ne sait pas. Donc, on préfère les voir tôt quand les parents s'inquiètent. Comme ça, on donne les premiers conseils, on surveille et tout et tout. Et si jamais ça persiste, ben, on est déjà, donc on a déjà commencé à bosser. Si à 30 mois, il y a tout ça, il y a 82% des enfants qui gardent leur trou. Donc, attention quand même aux 12 mois. Et on fait attention aux familles avec un tout petit niveau socio-économique parce qu'ils cumulent les facteurs de risque, malheureusement. Parce qu'ils ont moins accès aux facteurs de protection. Les facteurs de protection, attention, c'est avoir un moyen de garde accessible, avoir des occasions de jeu informels avec les parents et de la lecture autour d'un livre. Moi, j'en connais plus beaucoup des enfants qui ont tout ça. Donc, on fait attention à tous ces facteurs de protection qui ne sont pas là et aux facteurs de risque qui sont Oui, donc là, rapidement, à ce moment-là, bon, c'est pas bien avec cet âge-là, mais je voulais vous parler très rapidement des otites séromuqueuses qui peuvent passer inaperçues et qui pourtant, quand elles sont là très longtemps, entraînent vraiment l'enfant, il est comme un petit peu la tête sous l'eau. Donc, il est bien dans la tête sous l'eau, il entend quand il fait son truc, il est un peu dans sa bulle, sauf que le langage, à ce moment-là, si on lui parle, le langage, ce sont des sons très fins. Et plus un enfant a des otites séromuqueuses longtemps, surtout dans la petite enfance, moins il va pouvoir développer finement les sons qu'il entend. Donc, les produire pas très bien finement, disons, assez grossièrement. Et derrière, si on n'est pas aidé, ensuite les écrire avec des. Enfin, que ça retentisse dans son langage écrit. Donc, on revient aux otites séromuqueuses. On peut demander aux parents, est-ce que quand votre enfant il est en position allongée, il se met à avoir mal, ça peut être un signe des fois. En position allongée, là, il y a vraiment l'impression qui revient. Est-ce qu'il se colle tout le temps à vous pour vous écouter? Est-ce que vous devez parler plus fort? Ça peut être des petits signes comme ça qui signent que ouais, il y a quand même cette otite. Donc dans ces cas-là, mettez-vous devant lui, parlez-lui à son niveau. Pour qu'il entende mieux, qu'il voit mieux vos lèvres et puis qu'il puisse mieux apprendre le langage. Parce que pour nous, ce sera nécessaire par la suite. Et d'ailleurs, la rééducation tubaire, ça fait partie du champ de compétences des orthophonistes. Donc, les enfants qui ont des otites à répétition, on peut rééduquer l'apprentissage. On peut, à partir de 5 ans, je crois. Ouais, on peut. Un enfant conférent, je pense que c'est ça. C'est aider à ce qu'il y ait moins d'infections aussi ORL par la rééducation de la trompe de Stache. Donc, ça peut être aussi un suivi orthophonique. Ça n'a pas l'air funky comme ça, mais ça l'est en vrai. C'est juste le nom est affreux, mais voilà. Alors après, par rapport aux troubles dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous disais que les tout petits peuvent développer des troubles de l'oralité, donc très souvent, ça peut toucher des enfants prématurés qui ont été en lien avec des sondes nasogastriques ou des intubations longues. Mais ça peut toucher d'autres enfants. Donc, je crois qu'on le mettra dans le livret, je sais plus, dans les critères, pour vous aider à savoir si les signes d'alerte en fait d'un trouble alimentaire pédiatrique, c'est rentré dans nos champs de compétences depuis 10 ans à peu près, un petit peu moins. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas été formée à ça. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui ne sont encore pas formés, mais on y vient. Maintenant, formation initiale, oui. Mais voilà, il y a plus de 10 ans, ça. Et donc, on peut donc aussi intervenir pour des enfants qui présentent tous ces signes de repas très longs, de haut le cœur quand on leur fait goûter des aliments, vraiment des gros haut le cœur, des vomissements. Terriblement sélectif. Voilà, qui ne mangent que ça. Et que ça, voilà. On peut aussi intervenir, des orthophonistes, donc n'hésitez pas à revenir. Je ne vais pas trop détailler parce que je dirais que le temps passe, mais en tout cas, on vous le mettra dans les livres. Pas de souci. Puis on va passer au. Oui, on en a déjà parlé. Dans le carnet de santé, ça peut être sur du déclaratif. On peut faire ça. Donc, 24 mois, c'est 2 mots, et 3 ans, 3 mots. Coordonnés l'un à la suite. Ouais, avec un peu de grammaire. Papa, partie, travail.
Je vous remettrai dans le livret les repères d'articulation. Alors, vous voyez, les âges d'acquisition sont comme ça. Alors, le R entre 4 ans et demi et 6 ans. Bon, d'accord, ça fait 1 an et demi. Moi, j'aime bien ce schéma-là parce que les sons ils sont classés par fréquence d'apparition dans la langue française. Le R, quand vous ne l'avez pas, sachant que c'est le son le plus fréquent, ben, ça va être un peu galère de se faire comprendre. Donc, les critères de prise en charge, qui sont les miens, et pas forcément ceux de tous mes collègues, mais on commence à y arriver quand même, c'est est-ce que l'enfant est gêné? Oui, non. Peu importe son âge, moi je prends en charge. J'ai déjà éduqué du R sur une petite de 3 ans et demi. Sauf qu'en fait, elle était tellement intelligente qu'elle remplaçait tous les mots avec des R par autre chose. Je vous laisse imaginer la gymnastique mentale. Elle était trop motivée, quoi. Alors, ok, on n'est pas dans les âges, mais c'est pas grave. Elle était super gênée, elle était super motivée, on est allé, puis alors, en plus, ça allait super. Donc ça, vous les aurez. Voilà. Pour Le jeu, si on ne sait pas bien faire, c'est Voilà. le jeu, le jeu. Tout Le ce qui est- le the. Ouais, le R, le S, le L, Les le sont les plus durs à atteindre. Ouais. Donc, et si l'enfant n'est pas motivé, ben, on peut toujours essayer, hein, on n'aidera pas du tout. Alors, un petit mot sur le bégaiement, parce que c'est un domaine dont je m'occupe beaucoup en prise en soin, qui est, d'ailleurs, il y a une association nationale qui s'appelle l'APB, qui aide à répertorier les orthophonistes sur tout le territoire, qui s'occupent des patients qui bégayent. Très souvent, il arrive autour de l'âge de 3 ans, au moment où l'enfant a donc une explosion lexicale qui arrive, mais des capacités encore un peu limitées parfois au niveau de ses muscles pour pouvoir dire tout ce qu'il a à dire et aussi vite que ce qu'il a à dire. Le bégaiement, ne pas le faire attendre dans les prises en soins. C'est-à-dire que si les parents vous disent bah, il bégaye à 3 ans, eh bien, pas de problème, encouragez-les à avoir une orthophoniste formée. Sur le site de l'APB, Association Parole Bégaiement, il y a un répertoire, une carte des orthophonistes formés. Pour la Meuse, pour ma part, avec Estelle Vallée, c'est nous qui réorientons vers les collègues meusiennes formés. Pourquoi on dit de ne pas attendre? Parce que chez un enfant sur 4 qui bégaye, si on attend de trop, il va se chroniser et le garder toute sa vie. Chez 3 enfants sur 4, ça partira. Mais chez cet enfant qui aurait pu peut-être avec une prise en soin, un accompagnement de son entourage, le faire disparaître, le bégaiement, c'est assez précieux. Les parents ont des mauvais réflexes, toujours. Oui, et puis même n'importe qui, c'est vrai qu'on a tous envie de dire à quelqu'un qui bégaye, attends, respire, prends ton temps, calme-toi. On a tous envie de dire ça, même les orthophonistes, on se retient, parce qu'en fait, ces conseils-là, ils n'aideront pas un enfant qui bégaye. Donc, chez un tout petit, ce qu'il faut faire, c'est lui montrer comment faire. C'est nous-mêmes ralentir notre parole. C'est super dur pour l'adulte. Le regarder dans les yeux, le toucher, le rassurer. Et en général, ça apaise déjà, ça baisse la pression et l'enfant peut aller au bout de ça. Donc, ne pas attendre quand un enfant bégaye, ne pas hésiter à dire allez voir un orthophoniste. On donne déjà les premiers conseils. Et ou un orthophoniste. Hein. Moi, je donne les premiers conseils, j'envoie à Clément. Ça va. Et donc, voilà, ne pas hésiter. Voilà, je vais parler rapidement de projets de prévention qu'on est en train de construire au niveau de la Meuse avec des orthophonistes libérales, la PMI et l'ARS. On voudrait mettre en place, donc c'est à l'initiation de Cynthia Basile, une orthophoniste Cynthia Lois, une orthophoniste basée sur Triocourt. On voudrait mettre en place dans toutes les crèches de Meuse les bébés signes. Donc, c'est le fait d'encourager les tout petits à signer avec leurs mains, même avant de parler, pour les aider à communiquer. Les signes aident les enfants à parler. Alors, pour ceux qui n'auront pas de soucis de développement du langage, ce sera un plus. Et pour ceux qui, dans tous les cas, auraient eu des soucis de développement du langage, le fait de pouvoir signer, ça va les aider à communiquer.
Donc ça, on aimerait bien le mettre en place sur toutes les crèches, c'est en cours. Et puis, l'autre projet, c'est de proposer à tous les parents dont les enfants ont été détectés à 4 ans au bilan de l'ERTL4. Donc à 4 ans, normalement, d'après la PMI, tous les enfants de 4 ans en Meuse y passent dans ce test-là. C'est un test qui est fait dans les écoles par la PMI et qui dépiste des troubles de la vue, de l'audition, du langage. Et il y a plusieurs profils. Quand on est dans le profil rouge, la PMI encourage les parents, même prescrit des bilans en orthophonie. Sauf qu'on sait bien qu'il n'y a pas toujours d'orthophonie. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est des cafés parents. Où on va regrouper les parents par petits groupes géographiques, animés par des orthophonistes. On va pouvoir déjà débroussailler les grands thèmes du langage, les écrans, la tétine, ça on n'en a pas parlé, qui dure trop longtemps, comment parler aux enfants, etc. Et donc, on va essayer déjà d'avancer sur les problèmes que rencontrent leurs enfants. Donc ça va être créé aussi dans les années qui arrivent, là, on voudrait avancer sur le côté prévention. J'en profite pour dire qu'au CAMS, on va aussi faire, mais chez moins de 3 ans, au cas où vous en avez pas C'est bien, compris parce que que les bébés, c'est mon dada, les enfants du réseau Raphaël, donc les grands prématurés, on va essayer de monter aussi des cafés parents qui seront faits sous forme de mini-formations sur les les comportements, on va dire, les mieux à adopter pour que les interactions se fassent, que le langage se développe mieux. Donc, on a déjà dit que le langage, c'est pas l'apprentissage, sauf que grand prématuré, ça veut dire grand facteur de risque. Donc, si déjà on donne les bons réflexes, les bons conseils, on suppose que on empêchera évidemment pas un trouble de se développer, mais en tout cas, peut-être on va modérer l'impact. Donc, c'est dans les tuyaux, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Parce que on les suit au long cours, mais en fait, si on donnait déjà des conseils, on suppose que ça se passe mieux quand même. Voilà. Si vous parlez, ouais, c'est ça. On voulait vous parler aussi du dispositif 1, 2, 3 enfants. Je ne sais pas si il a été créé il y a 25 ans. Allez, Je sais pas. Moi, ça d'accord. Pardon. Eh ben voilà. Là, je suis dans le point de qui propose aux parents ou aux enfants enfin même principalement à la base aux enfants de 3 à 11 ans, un bilan mené par une psychologue et une infirmière, sur le plan de la gestion des émotions, des relations avec les autres, de la confiance en soi, en fait vraiment un bilan psychologique avec un accompagnement jusqu'à 5 séances gratuites. L'équipe peut se déplacer au plus proche des gens, ils sont basés sur Bar-le-Duc et Verdun, ouais. Mais ils peuvent se déplacer dans les maisons de santé ou au plus proche. Ça, je vais vous en parler comme c'est pas vieux et ouais, vraiment, il y a eu des bons retours là, vraiment de patients qui sont là. Voilà. Attention. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des listes d'attente. Si, avant un bilan, déjà, il pouvait avoir été vérifié la vue et l'audition, on serait déjà pas trop mal. Bon, on va aux enfants. À la pédiatrie. Oui, c'est idéal. Il pouvait les faire ouvrir la bouche pour regarder les avisages et tout ça, ça se faisait faire. Bilan ORL complet. Voilà, audition, examen clinique, leur clinique. Ouais. Voilà. Quand vous voyez qu'il est en retard, mais un peu partout cependant, moi je vous encourage vraiment à réorienter vers les structures de soins. Quand on commence à avoir des problèmes de langage, il a marché tard, on se demande s'il n'est pas un petit peu lent cet enfant, redirigez-le. On est là pour ça. Je fais de la pub. Sachant qu'au CAMS de Bar-le-Duc, je sais qu'à Saint-Dizier, ça ne fonctionne pas pareil, on propose systématiquement un rendez-vous médical à l'issue d'une demande de rendez-vous. Pour vous donner une idée des délais, là, on donne des rendez-vous en février pour les gens qui appellent là.
Donc, ils seront au moins vus une fois par le médecin et un membre de l'équipe. On en parle en réunion médicale et on essaie de proposer le plus rapidement possible quelque chose d'adapté. Mais il ne faut vraiment pas traîner. Voilà, on en a parlé. Oui, c'est ça. On parle de LTF4. Moi, je voulais vous parler des 6 ans. Parce qu'à 6 ans, normalement, l'articulation, c'est tout bon. En théorie. Le langage est structuré. Et en fait, on continue à améliorer son langage via la lecture. Qui dit cela, on dit la rentrée au CP. Quand c'est des familles avec des dynasties de dyslexie depuis 1870, on est plus attentif. Sachant que les facteurs de risque pour, alors on dit plus dyslexie, mais on va se le dire entre nous, c'est est-ce que dans la famille, il y a déjà eu des troubles des apprentissages, des troubles du langage? Ça, on passe moins à le demander. Si papa, oui, mais pas maman, c'est 50% de chance pour l'enfant d'avoir dyslexie, et c'est les 2 parents, c'est 70%. Envoyez-nous les taux, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, à 26 ans, on a déjà des épreuves de bilan qui ne vont pas dire si l'enfant est dyslexique ou pas, on ne peut pas le savoir puisqu'il n'est pas rentré dans la lecture encore, mais nous, on va évaluer les prédicteurs. Et en fonction, et le langage oral, les deux. Et en fonction de ça, on va se dire, ah bon, quand même, hein. Donc on va potentiellement soit commencer à suivre, soit donner des conseils. Mais si on peut les voir là, c'est quand même vachement mieux. Parce que bon, quand papa et maman ils sont dyslexiques, c'est quand même pas de très bon augure pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les critères du DSM, c'est plus on pose le diagnostic au CE2 après 2 ans d'apprentissage de la lecture, on oublie. Les critères pour poser le diagnostic, bon, à part le fait d'échouer les épreuves de bilan, bon, ça on s'en doute tous, c'est les difficultés qui persistent pendant au moins 6 mois, malgré des interventions pédagogiques, du soutien scolaire, quoi. Donc, ils viennent, ils vous disent, ils confondent le B, le D, nanana, ça se met pas en place. Soutien scolaire pendant 6 mois. Si ça persiste, on envoie chez l'orthophoniste. Encore mieux, on envoie du soutien scolaire et on dit inscrivez-vous sur liste d'attente chez l'orthophoniste. Systématiquement demander est-ce qu'ils ont fait du soutien scolaire, ces enfants? Oui, non. Sinon, critères éliminatoires, hop, on y retourne. C'est dommage d'avoir perdu 6 mois. Quoi. Ouais. Je les renvoyer carrément. Alors, on va donner des conseils, mais on va leur dire mettez en place le soutien scolaire, on se rappelle dans 6 mois. C'est dommage si on est là, quoi. Et on vérifie la vue et est-ce que la gymnastique des yeux va bien? Les deux. Oui, on est un peu payé. Et est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Forcément. Donc, l'objectif de tout ça, c'est voir si ça perdure. Si ça ne perdure pas, que le soutien scolaire suffit, bon, c'est super. Voilà, on a gagné ça, non? Moi, je voulais vous parler des maths aussi, parce que je fais partie des rares orthophonistes qui sont forts. Non, mais vous, qui en pratique. Oui, qui en pratique. Alors, on peut avoir des problèmes avant l'école primaire. Et ça, on ne le sait pas. Nous, nos matériels de bilan, ils commencent en moyenne section. Les études qui sont faites sur les bébés, alors ne me demandez pas comment ils ont testé, j'ai oublié, c'est normalement, ils peuvent reconnaître un ensemble de points, à 4 points, sans compter c'est des bébés forcément. Donc, les enfants qui lancent le dé et qui comptent, y compris entre 1 et 5, on commence à se poser des questions. Et 1, 2, 3, il n'a pas reconnu. Un enfant qui n'est pas capable de reconnaître les nombres sur les doigts, on se pose des questions aussi. Il les recompte en permanence. Quoi. Du coup, je vais en parler. Un enfant qui n'arrive pas avec la comptine numérique, là. 1, 2, 5, 8, 10, 11, voilà. Et à l'école primaire, c'est ceux qui vont continuer à compter lentement, ils utilisent leurs doigts encore longtemps. Alors, ils vont avoir des problèmes pour résoudre les problèmes. Ça s'appelle les problèmes en même temps. Et ils vont avoir du mal avec les 70 et 90. Parce que 70 et 90, c'est des irrégularités de la langue. Hein. Pourquoi 60 et 70? Donc, je vous remettrai dans le livret tout ce qui est signe d'alerte en fonction des âges. Parce que alors sinon, on ne nous a pas tellement bêtes. Hop, jusqu'à 9 ans.
Et après, s'ils continuent à se plaindre, de toute façon, on sait qu'on a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout pareil que pour la lecture. C'est pas très compliqué. On conseille le soutien scolaire pendant 6 mois. On vérifie la vue et la gymnastique des yeux. Et est-ce que dans la famille... Alors, moi j'ai 30 ans. Et déjà, à mon époque, c'était pas trop diagnostiqué. Donc, les parents ne vont pas vous dire, ben oui, évidemment, moi, je suis dyscalculique. Ils vont vous dire, moi, je déteste les maths. J'ai jamais compris. D'ailleurs, je compte toujours avec mes doigts. Il me faut une calculatrice sous le coude, sinon, ça ne va pas du tout. Voilà. Et puis, je voulais parler un tout petit peu du TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est 5% de la population générale et c'est souvent avec d'autres TND. Dyslexie, trouble des apprentissages, trouble du langage. C'est la double peine. Vous pouvez, dans vos cabinets, nous tous, on peut proposer des questionnaires. Ça ne vaut pas diagnostic, mais ça vous permet de se dire, il y a quand même beaucoup de signes là. Vous avez la version, donc la DIVA, c'est un questionnaire pour les adultes. Ils ont fait la version enfant. Il n'y a pas longtemps, elle est accessible gratuitement en ligne, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, on a les nouvelles recommandations de bonnes pratiques. De la chaise. Ouais, 2024. Donc ça, c'est un exemple. En fait, ils vont se baser sur les critères du DSM pour poser des questions. On met des croix. C'est super, les croix. Et après, à la fin, donc il y a pour l'attention, il y a pour l'hyperactivité, à la fin, il y a un tableau récapitulatif des scores. Est-ce qu'il y a au moins, je crois que c'est 6 critères sur 9 dans les deux, si oui, non, bon, on envoie en consultation spécialisée. Et c'est le dernier, courage. Moi, je voulais vous parler des ados, parce que ils arrivent tard dans nos cabinets, parce que souvent, les parents, ils ont abandonné. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Et puis, il y a ceux qui vont compenser longtemps. Et arriver au collège, ça se casse la figure. Parce qu'en fait, entre l'école primaire et le collège, vous passez du langage au langage élaboré. Et les problèmes arrivent. Donc, ils peuvent avoir compensé longtemps. D'ailleurs, le DSM, il nous dit, on n'est pas obligé d'avoir diagnostiqué dans l'enfance parce que c'est à partir du moment où les demandes académiques, elles dépassent les capacités de l'enfant qu'on se dit, là, il y a un problème. Donc, on peut aussi bien diagnostiquer à 17 ans, c'est pas un problème. D'ailleurs, franchement, moi, je le fais souvent. C'est des ados qui vont être particulièrement anxieux. Moi, je vous invite vraiment à être vigilant sur la possibilité qu'il y ait des troubles anxieux. Il y a des enfants qui ont des trucs somatiques non identifiés, ils ont fait 175 examens médicaux, c'est toujours pas pourquoi. Ils ont mal au ventre, ils vomissent, enfin voilà. Phobie scolaire. Ouais, la phobie scolaire aussi, c'est un grand quelque chose. Donc, souvent, les parents arrivent et nous disent, ils s'en sortent pas. D'accord. Alors, soit on a il s'en sort pas en maths et le reste, ça va. Soit on a, il s'en sort nulle part. Et d'ailleurs, il comprend rien. Donc, ce qui est fait systématique, en tout cas, ce que moi je fais, alors, si on ne parle que de la lecture, je suis là, génial, je vais tester que le langage oral et le langage écrit, ça fait que 2 bien. S'ils arrivent avec une ligne en maths et en lecture, là, on est parti pour 3 bien. Et en général, ils cumulent comme les enfants plus jeunes. Il n'y a pas de on est protégé parce qu'on a 15 ans. C'est pas ça. Donc, en général, ils passent par très bien. Et on va finir avec le truc marrant. Alors, les lampes pour les dyslexiques. Ça, là. Non. Ça coûte 600 € en plus. Hein. Super cher. Hein. Les réflexes archaïques. Alors ça, il y a un nouveau truc qui est là. Les réflexes archaïques, il y en a certaines qui travaillent avec les bébés, c'est les réflexes qu'ils ont tous là. Les doigts, la main, etc., etc. Les seuls cas, je répète, les seuls cas où les réflexes archaïques n'ont pas été inhibés, il y a une atteinte neurologique. On peut le voir. Les seuls cas. Les seuls. Donc, tous les thérapeutes des réflexes archaïques, il faut ramper les enfants pour qu'ils apprennent à lire. Non. Je suis désolée si j'en vexe certaines, mais ça m'énerve.
le docteur Kersia, mon meilleur ami, pardon si c'est la même quelqu'un, qui nous a inventé la dysproprioception, qui est une espèce de fourre-tout de tout. Et du coup, les enfants qui sont diagnostiqués par lui, ils ont droit aux lunettes à prise. Bon, vous avez un de bête avec des lunettes à prise, les semelles orthopédiques et les bonnes colles sur les dents. Parce que ça guérit la dyslexie. Bon, ben, ok. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois quand même, c'est que je récupère des enfants qui ont en fait un TDAH. Donc, ils sont très, très agités. Ils sont allés voir le docteur Kersia parce qu'en fait, on leur a proposé un rendez-vous rapidement. Et donc, dysproprioception. Alors, moi, je me suis pris la tête, puis je suis allée lire ces papiers. Ils sont au site. Déjà, ça commence mal. Et dans ces études scientifiques, il n'y a même pas 10 personnes. Voilà. Je m'énerverai pas plus. Moi, je ne m'énerve jamais contre les parents. Hein. Ils sont désespérés, en fait. Il n'y a pas de place chez les orthophonistes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tenter les recettes miracles, quoi. Donc, moi, je ne les blâme pas. Pourquoi ça ne marche pas la lampe? Parce qu'en général, c'est un trouble phonologique qui est à l'origine de la dyslexie. Et le rapport avec la lumière. Rien à voir. Pardon, c'est un médecin qui est sur Instagram. Enfin, je sais Non, pas, c'est un il est médecin dans du le coin, coin. là. Je ne me souviens plus où exactement, mais pas très loin d'ici. Je suis pas je crois. En fait, quand les parents cherchent sur Internet, ils tombent des fois sur lui. Ouais, c'est ça. On a même des parents qui m'ont parlé d'orthophonie sur Internet, aussi avec des prises en soins payantes, non remboursées. Donc, en fait le manque de soins entraîne quand même des dérives. Alors, des fois, des choses qui ne sont pas qui sont Là, actuellement, on se fait bombarder de pubs sur l'application Popins. Personne n'en a entendu parler. Alors, c'est une application qui est censée compléter la prise en charge orthophonique. Je ne sais pas si tu as vu, mais moi, j'ai vu. Donc, alors, c'est fait par des orthophonistes à Paris. Les études de validation sont en cours, mais c'est des trucs un peu solides quand même. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que c'est accessible que sur abonnement, y compris aux professionnels. C'est 30 € par mois. Donc, j'ai une maman qui m'a gentiment ramené sa tablette. C'est du travail à la maison. Du travail à la maison, c'est sous forme de jeu, c'est très beau. Et c'est pas trop mal. Mais les études sont en train de finir les validations, donc voilà. Et moi, je voulais vous dire juste attention, les graphothérapeutes, les graphologues, les orthographothérapeutes, huiles essentielles, on ne sait plus trop. Alors, je blâme pas ces gens-là, ils sont sûrement de bonne volonté et de bonne foi. C'est juste que n'importe qui peut le faire. Donc, moi, je me méfie un peu quand même. Malgré toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, s'il y a des problèmes graphiques, envoyer chez les psychologues ou les ergots, quoi. Parce qu'en fait, le graphothérapeute, vous allez le payer aussi cher qu'un paramède. Donc, pourquoi? Donc, aussi une offre de soins en psychomotricité et en ergothérapie qui répondent à la... Pourquoi pas, mais attention, parce qu'il y en a parfois qui dérivent sur les thérapies énergétiques, les huiles essentielles, les pierres et compagnie. Donc, on verra, mais attention quand même. Il faut voir les bénéfices et ce que ça... Oui, le sirop qui soigne l'autisme et tout. C'est Donald Trump, vraiment. Voilà, désolée, ça a été un peu vite sur la fin, mais on a voulu parler de beaucoup de sujets qui touchaient principalement les enfants. On en aurait autant sur les adultes, etc. Mais voilà, on s'est limité ce soir à ce domaine-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.